Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast avec un Polydomso qui est impeccable. Il est formidable. D'ailleurs, mon cher Polydomso, on se voit toujours pour le nouvel an, j'espère bien. Toujours. Ah, attendez, il y a peut-être 4 forces majeures, étant donné eu égard au climat social Non. actuel. Non, si, j'ai réussi à trouver un moyen de remplacement. Un moyen de remplacement. Formidable, bien. Donc, Polydomso sera là parce qu'on vous prépare du lourd niveau podcast et puis on va quand même se faire plaisir puisqu'il y a aussi la vie en dehors de la sueur. Bien. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Badr Hari contre Rico Verhoeven number 2. Vous nous l'avez demandé, ça y est, voilà, enfin la preview. Donc au-delà de l'aspect sportif et de l'analyse tactico-tactique qui vous intéresse bien évidemment, ce qui est très intéressant avec ce combat, comme le disait Polydomso, c'est effectivement que c'est un petit peu le combat de la dernière chance pour le kickboxing, et j'ai presque envie de dire pour le Glory, dans le sens où là, ça faisait très longtemps, grosso modo 3 ans depuis le dernier combat, qu'il n'y avait pas eu autant de communication, autant, on va dire, d'attente de la part des fans autour d'un combat de kickboxing. Et je le déplore très sincèrement parce que moi j'adore le kickboxing. C'est d'ailleurs le premier sport de combat vraiment que, bon, pour ceux que ça intéresse, la plupart s'en tapent, ça je suis sûr, mais c'est le premier sport de combat que j'ai commencé à regarder vraiment, non mais à suivre vraiment activement. Les K1 et tout ça, enfin, j'ai adoré, c'est ce qui m'a fait basculer dans les sports de combat, donc c'est dire à quel point j'y attache une grande importance, et il y a un petit côté nostalgique aussi, et d'autant plus avec Badr Hari, parce que Badr Hari il a un peu commencé à officier, ça fait un moment qu'il est dans le monde du kickboxing, et ça fait un moment qu'il a gagné une certaine notoriété. Ça fait presque 10 ans, même plus de 10 ans qu'il est actif. Quasi 20 ans. Quasi 20 ans, mais disons l'officier, je crois que c'était 2009, il me semble, 2010, je sais plus. Enfin bref, mais c'était peut-être il y a 10 ans où il avait vraiment percé. Bon, c'est à vérifier. Oui, non, je suis à une vache près. Oui, quand il y a les combats contre Alistair Overeem, c'est ça, parce que tout, après, en 2012, il n'y a plus le K1 et il a voulu faire une transition en boxe anglaise, et après on l'a vu un peu moins souvent, et un peu moins. Il est passé tel un météore de temps à autre. Rappelez qu'il était là, soit lors d'un combat de kickboxing, soit dans la une des journaux, mais d'une manière ou d'une autre, Badr Hari était omniprésent dans le monde du kickboxing. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est triste et ce qu'on peut déplorer, c'est que finalement, la principale attraction dans le monde du kickboxing actuel, elle est du fait d'un mec qui est... il est toujours jeune, il est toujours efficace en tant que sportif, ce que je veux dire, mais qui représente une période qui est déjà révolu en fait. Non, et puis tu dis il est toujours jeune, bon, il est plus dans ses meilleures années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à son adversaire, donc Rico Verhoeven, il est beaucoup moins actif, et aujourd'hui, on peut se dire peut-être que Badr Hari combat plus pour l'argent que pour le sportif, parce qu'il les a déjà affrontés, les légendes, et là, il a plus grand-chose. Enfin, on va dire que ce combat contre Rico Verhoeven, pour lui, c'est un peu la dernière chance aussi pour lui de dire je suis encore présent, je suis encore un top mondial, et je peux prendre cette ceinture du Glory. C'est vrai que Badr Hari, il a rien à prouver en tant que kickboxer. C'est probablement le kickboxer poids lourd le plus doué de sa génération, je pense. Alors, il y en a qui vont me taper sur les doigts, qui auront d'autres noms en tête, mais vraiment en termes de talent pur et de ce qu'il aurait pu accomplir. Vraiment, oui, parce qu'il y a quand même pas mal de déceptions. En fait, c'est ça. Tu te dis. C'est-à-dire, il n'a pas gagné le K1. Exactement. C'est 2 fois où il s'est fait disqualifier pour des coups. Alors le deuxième fois, c'était pas au K1, c'était contre SD Gerges, SD Gerges, et c'était un autre événement. Mais la première fois, c'était en finale contre Bonjaski. Je crois que c'était en 2009 d'ailleurs, il me semble que c'était en 2009. Oui, après avoir tapé, c'était Hart et Overeem, si je raconte pas de bêtises. Je dis peut-être n'importe quoi. Peut-être que c'est ça, effectivement. Ouais, Hart, c'est Overeem. Et après, il a raté une finale contre Semmy Schilt. Il n'y a aucune honte à s'incliner contre Semmy Schilt. D'autant que, de mémoire, l'année qui avait précédé son combat contre Semmy Schilt, il l'avait éclaté en un round. Donc, ils étaient à 1-1 et perdre contre Semmy Schilt. Semmy Schilt, c'est Mr. K1. Donc, il n'y a aucune honte à ça, en fait. Mais bon, c'est vrai que
un peu à l'image d'un autre mec auquel je pense, Alexei Ignatchev. C'est des mecs, tu vois, qui sont passés, qui étaient pleins de potentiel quand ils ont commencé, où les gens se sont dit, bah forcément ça va être eux. En plus, ils ont un style vraiment très, enfin, tu vois, ils ont un charisme. Chacun, ils ont un charisme très personnel. Badrari, il avait une férocité légendaire, quoi, et ça touchait les gens. Et Alexei Ignatchev, c'était plutôt le tueur froid, nonchalant et tout. Donc ils avaient, tu vois, c'est des mecs comme ça qui auraient pu vraiment marquer et qui avait une personnalité qui était capable d'attirer beaucoup de gens, et ils auraient pu vraiment attirer les projecteurs sur le kickboxing. Ça s'est pas fait, hélas, pour X raisons, et pour aussi ce qui constitue la personnalité de Badrari, hein, parce qu'en fait Badrari, ce qui fait le plus, fait le moins chez lui, c'est que il y a cette férocité, ces émotions, cette passion, on peut dire, si on veut le dire poliment, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire ça l'a sûrement encouragé, motivé, et ça lui a créé une aura où il a intimidé beaucoup de ses adversaires comme ça. Et dans le même moment, bah, justement, il a perdu parfois son sang-froid, son combat contre Esdi Gerges, contre Bonjaski. Même certaines de ses défaites sont clairement liées en fait, au fait qu'il n'arrive pas à contrôler parfois ses impulsions dans le ring et hors du ring aussi, parce que la raison pour laquelle il a eu une carrière un peu pas régulière, c'est que quand même sa vie, elle a été émaillée de pas mal de scandales, et donc voilà. Donc c'est dommage, c'est dommage pour Badrari, c'est dommage pour le kickboxing. Maintenant, ça note rien en fait au combat qui va avoir lieu, quoi. C'est un super événement, il faut regarder ça, quoi. Ça c'est certain. Et complètement, donc c'est samedi 21 décembre, autant pour moi. Ils ont vendu des milliers et des milliers de places. Je crois qu'on est à 27 000 places vendues pour cette soirée. Finalement, à la base, la ceinture ne devait pas être en jeu. Elle le sera bien. Donc attention, tenez-vous bien accrochés. Ce qui va donc être un combat, contrairement au premier qui devait être en 3 rounds, là, ça va être en 5 rounds. Et donc ça, pour moi, c'est un déterminant important parce que c'est vrai que déjà, Badr Hari, ça fait des années qu'il est plus très actif. Son dernier combat donc la revanche contre Gareth s'est terminé en victoire par décision unanime de Badr Hari. Finalement, ça a été transformé en non-contest parce que non pas un combattant, mais les deux ont popé. Donc voilà, Badr Hari a été suspendu pour 9 mois, et donc là, ça y est, il revient. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins actif que Rico Verhoeven. Cependant, Rico Verhoeven, qui est champion du Glory depuis 2015, et ben là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu non plus. Donc c'est vrai que ça va être intéressant là aussi, mais à la différence de Badr Hari, et vous l'avez bien vu lors du premier combat entre les deux adversaires, Rico Verhoeven, c'est quelqu'un qui a longtemps, maintenant il a un petit peu évolué, mais qui est extrêmement patient, sinon, on va dire un petit peu frileux. Alors que Badr Hari, c'est comme Polydomso l'a dit, avec une justesse des plus extrêmes, eh bien, il est extrêmement agressif. Et c'est vrai que là, en 5 rounds contre Rico Verhoeven, ça peut être beaucoup plus compliqué, parce que c'est vrai que Rico a cette approche, on va dire, enfin, il gagne les rounds, et il a aucun problème à gagner par décision, et c'est vrai que c'est un peu le reproche qui lui a été fait tout au long de sa carrière. Alors que Badr Hari, c'est la machine à KO, 92 en carrière. Non, c'est clair, ils sont très différents dans leur approche, dans la façon d'appréhender un combat. Je pense que pour Badr Hari, un combat de kickboxing, c'est un combat, avant d'être un combat de kickboxing. Alors que pour Verhoeven, c'est un sport. Et je le dis sans aucun mépris, sans rien. C'est une approche qui est vraiment différente de cette discipline-là. Verhoeven, c'est un diesel. Il lui faut le temps pour rentrer, mais après, il a une telle condition physique, une telle discipline que sur les derniers rounds, il est impressionnant. Il est au même rythme sur les derniers rounds que sur les premiers. Et il a une grosse fréquence, grosse fréquence de combinaison, de kick aussi. C'est quelqu'un qui peut continuer d'envoyer des high kicks en 5e round, alors qu'il a peut-être déjà envoyé une 50aine de kicks sur le combat. On est en poids lourd, hein. C'est rare, hein, quand même, d'avoir ce type de performance. Et notamment le combat auquel je pense, j'ai pas regardé, enfin, de mémoire, je me souviens pas des autres combats récents, mais le combat qui, à mon avis, illustre mieux cette capacité de Verhoeven, c'est son combat contre Jamal Ben Saddik, quoi. Bon, déjà, premièrement, c'est un combat magnifique, faut le voir. Ouais. Tous ceux qui l'ont pas vu, là, vous stoppez la vidéo, vous allez voir le truc, puis ensuite vous revenez, parce que c'est magnifique, et vous pouvez trouver ça sur YouTube, il me semble. Oui, il est disponible gratuitement sur la chaîne officielle du Glory Kickboxing. Donc ça fait plaisir, et en fait c'est super impressionnant, parce que sur les 2 premiers rounds, Verhoeven il prend, quoi. Il prend, et il manque de se faire mettre KO au premier round par Jamal Ben Saddik, et Jamal il cogne, et c'est un colosse, le mec, hein. Il fait, je crois, 2 mètres, il est énorme et tout, et il est technique, quoi. C'est pas non plus qu'une brute, et juste
au fur et à mesure, il installe sa boxe et il commence à asphyxier Jamal Ben Sadiq. Et à la fin, il le face-plante dans les cordes au 5e round. Enfin, c'est une leçon, quoi. C'est vraiment une leçon de détermination, de discipline, de force mentale et de stratégie. Donc, c'est un très bon tacticien, Verhoeven. Il a peut-être pas la férocité, il a peut-être pas le punch, mais ce qu'il fait, il le fait super bien. Il travaille très bien derrière son jab. Il travaille presque toujours en combinaison, ce qui n'est pas fréquent en fait en poids lourd. Hein. C'est pas le. On a l'habitude d'avoir l'image Dutch kickboxing, tu vois, des mecs qui font 4-5 techniques de frappe en haut avant de terminer par un low kick. En poids lourd, il y en a très peu qui arrivent très bien à le faire. Bon, il y avait Ernesto qui le faisait super bien, mais c'est assez rare parce que même un mec comme Aerts, qui est considéré comme un des meilleurs en poids lourd, il a une technique qui est plus minimale, qui est très incisive, hein, mais il va te faire un jab, un cross et ensuite un high kick. Il va pas s'amuser à faire 4 techniques, tripler le jab et tout. Et pourtant, Rico Verhoeven, il peut te faire jab, low kick, tripler le jab et puis re-low kick derrière, quoi. C'est impressionnant, tu vois. Donc, il y a cette capacité à travailler en combinaison qui le distingue vraiment des autres poids lourds. Et il y a plein de trucs, c'est un rusé, quoi. C'est un roublard. Il y a plein de trucs qu'il fait, tu sens qu'il a réfléchi le truc, tu vois. Par exemple, les trucs qui me viennent en tête comme ça, il attaque beaucoup la jambe arrière de ses adversaires avec ses low kicks, ce qui est une cible de choix parce que généralement les kickboxers, ils ont la jambe avant qui est beaucoup plus conditionnée, beaucoup plus apte à recevoir des kicks parce qu'en entraînement et même en combat, ils en ont pris plein et donc du coup, il y a un certain conditionnement, tandis que la jambe arrière est un peu plus fragile. Et lui, à la différence, alors il y avait déjà d'autres kickboxers qui visaient spécifiquement la jambe arrière, mais lui, il le fait en low kick externe, ce qu'on voit assez souvent. Ce qu'on voit plus rarement, c'est low kick interne, mais à l'intérieur, sur la jambe arrière, où il va carrément se placer quasiment en clinch avec l'adversaire, et il va rentrer avec un low kick interne, intérieur, sur la jambe arrière, ce qui est assez rare, et ça déséquilibre totalement l'adversaire. Et ça, généralement, ça lui sert d'amorce pour ensuite ses techniques de poing. Donc, il y a toute une stratégie comme ça qui est très, très efficace. C'est un bon ring cutter, il te bloque contre les cordes et il t'impose un rythme de malade. Donc, tout ça, c'est pour c'est les plus de Rico Verhoeven et c'est ce qui font qu'en fait, il est au top. C'est le sportif le plus... c'est, à mon avis, l'athlète de kickboxing le plus dédié à son art de sa génération, quoi. C'est le plus sérieux, c'est le plus. J'en ai pas d'autres en tête parce que bon, en poids lourd, en kickboxing, il y a beaucoup de mecs, bon, ils s'entraînent, mais c'est parce que c'est des forces de la nature, quoi. Et pas besoin de faire trop d'efforts, trop s'entraîner, il tape fort et ça suffit, quoi. Et Verhoeven, c'est une force de la nature, mais en plus, il a bossé à fond. Et on sent que il a ce sérieux qui est normal dans d'autres sports. Tu vois, par exemple, dans la boxe anglaise, tout le monde à peu près, sauf en poids lourd, hein. Justement, le poids lourd, c'est un peu l'exception, mais la plupart des mecs ont ce sérieux-là. Cette rigueur, voilà, c'est ce que je recherchais. Lui, là, en kickboxing, ce qui est assez rare et il faut le souligner. Surtout aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut regretter qu'aujourd'hui, pour ce pauvre Rico Verhoeven, il a beau se donner à fond, ça manque cruellement de rivalité aujourd'hui pour lui, parce qu'il en était rendu à quand même, rendez-vous compte, affronter Antonio Silva complètement rincé à Shanghai pour ce qui devait être pour Glory un énorme événement, alors que forcément, il a explosé ce pauvre Antonio Silva. Et là, pour lui, il a aussi besoin d'un grand Badr Hari pour que finalement le Glory, le kickboxing soit encore en vie. Et vous n'avez pas oublié qu'en décembre 2016, Badr Hari avait perdu par TKO suite à une blessure au bras. Nous attendons toujours les photos. Il avait promis les photos. Tu es taquin, là. Je suis un petit peu taquin. Non, mais c'est vrai que c'était assez dommage parce que Badr Hari avait gagné le premier round. Deuxième extrêmement disputé. Enfin, extrêmement disputé, on peut dire que Rico commençait à prendre l'ascendant. C'est ça, voilà. Rico commençait à prendre son rythme. Exactement. Après, moi, le deuxième, si ça allait un peu... Enfin, en fait, le truc, c'est que Badr Hari il est tellement incisif sur ses frappes que même le deuxième, je le donnais à Badr Hari. Mais c'est vrai qu'on sentait qu'il allait avoir un tournant dans le combat. Peut-être là, on surinterprète, c'est possible, mais connaissant Verhoeven et connaissant le rythme qu'il peut maintenir et qu'il peut imposer, il y avait l'air d'avoir... Badr Hari se retrouvait plus souvent dans les cordes, il y avait plus de difficultés à installer sa distance et à garder ses déplacements contre Rico. Non, mais c'est vrai que c'était un combat en 3 rounds. Oui, c'était en 3 rounds. Donc, selon toute oui, j'ai vraiment peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était en 3 rounds. Donc, en plus, selon toute vraisemblance, et c'est là que c'est assez étrange, même avec cette blessure qu'a eu Badr Hari, c'est pour ça que moi, aujourd'hui encore, je m'interroge là-dessus.
il a gagné le premier round, ça c'est sûr. Le deuxième, c'est un petit peu à pile ou face. Mais on sait que pour le Glory, ils avaient tout intérêt à ce que Badr Hari gagne ce combat-là. Ouais. Donc il est à 2 rounds à 0. Donc dans le pire des cas, s'il perd le troisième, à part s'il se prend des knockdowns, il est censé emporter le combat. Donc il a aucun intérêt à abandonner à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est... Ça il s'est peut-être vraiment fait blesser, hein, tout simplement. Mais... Non, mais complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que même si tu es complètement blessé, on l'a vu avec Colby Covington, tu vois, quand il y a un tel enjeu, tu vois, tu peux te dire, bah, je vais à fond. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'était le troisième round, il était complètement dépassé. Et il y a eu, pas cette peur du chaos, mais je pense qu'il s'est dit, il y a vraiment moyen que ça bascule pour moi. Et c'est vrai que la marque et l'image Badr Hari est tellement importante aujourd'hui qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre comme ça. Au-delà de ça, parce que je pense pas qu'il y ait une crainte de Badr Hari de se faire mettre KO. Enfin, c'est un mec. Ah non, oui, ça lui est déjà arrivé. C'est un guerrier, ouais. Et puis c'est. Mais après, c'est vrai que Badr Hari, il y a plusieurs combats comme ça qu'il a perdu et qu'il aurait pas dû perdre. Où en fait, quand il est frustré. Quand ça marche pas parfaitement, c'est un peu le problème des mecs qui intimident beaucoup leur adversaire aussi. Hein. Parfois, ils laissent un peu tomber le truc, quoi. Ils s'acharnent pas, tu vois. Je pense à ses combats contre Zabit Zamedov. Pas le premier où il avait expédié Zabit Zamedov, mais le deuxième, il l'avait gagné, mais il s'était pété le pied. Et c'était un peu chelou. Et le troisième, je crois qu'il y a bien eu 3 combats entre les deux, hein, je dis pas de bêtises. Et le troisième, il l'avait perdu parce que. Il s'était pris un knockdown et il avait un peu lâché l'affaire. C'est-à-dire, en gros, il n'a pas voulu trop. C'est mon interprétation, ça ne tient qu'à moi, bien sûr. Mais je veux dire, là, on regarde des enjeux. C'est ça qui était terrible parce que le combat, si vous l'avez regardé en direct, c'était la folie l'avant-combat. Il y avait la moitié du crew de Badr Hari qui était sur le ring. Il y avait la baston dans les tribunes, quoi. C'était folie. La folie. D'ailleurs, c'était sur cette carte que Doumbé avait détrôné. Pris la ceinture à Nicky Holsken. Ouais. Donc, sacré événement. Ouais. Exactement. Et là, c'est pour ça que ce combat-là, clairement, il peut pas refaire. Je veux dire, ce combat-là, pour lui, il est hyper important parce que même s'il a signé un nouveau contrat, comme vous le savez, ou non d'ailleurs, le téléphone sonne, c'est la folie. Comme vous le savez, il a signé un nouveau contrat. Je sais pas ce qui se passe. Bref, ça va être. C'est la folie. Il a signé un nouveau contrat avec le Glory. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, s'il gagne, il aura la ceinture, 2, il y aura la trilogie qui sera lancée contre Rico Verhoeven, mais s'il perd, là, Rico, il n'y a plus rien à faire, parce que c'est ça qui, moi, me poserait un petit peu problème, c'est qu'en cas de victoire de Rico Verhoeven, il aurait vraiment complètement nettoyé la catégorie. Donc, il aurait vraiment plus rien à faire au Glory. Transition MMA, mec. Ça paraît indispensable, mais je crois qu'il a aussi signé un contrat avec le Glory. Mais en tout cas, oui, là, je suis d'accord avec toi. S'il bat Badr Hari, il n'a plus rien à faire dans la catégorie. Ce qu'on disait, pareil. Ce qu'on se disait, c'est que c'est terrible, mais Rico Verhoeven. Après, on va parler un peu de Badr Hari parce qu'on a beaucoup parlé de Rico Verhoeven et c'est pas rendre justice à ce grand Badr Hari. Mais Verhoeven, il est dans la même position que Rocky Marciano, quoi. Toute proportion gardée, ce que je veux dire. Marciano, c'est une machine à tuer, mais il est tombé à une époque où Joe Louis c'était après son prime, Jersey Joe Walcott c'était après son prime, Ezar Charles c'était après son prime, et il n'y avait plus personne en fait. Au moment où il a gagné, il a fallu attendre un peu plus tard pour qu'il y ait Floyd Patterson, Sonny Liston et tous ces mecs-là qui arrivent ensuite. Mais et du coup, il s'est retrouvé, c'est pas de sa faute. Il a écrasé la concurrence à ce moment-là, mais du coup, c'est vrai qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu un mec dans son prime à ce niveau-là, ça aurait pu donner une super rivalité. Tu vois. Si Tyrone Spong était resté un peu plus longtemps. Ouais, non, c'est clair. Et c'est vrai que pour Verhoeven, il manque ça parce qu'en fait, il a perdu, je crois, contre Semi Shield, mais il était tout jeune et Semi Shield, c'était un peu ses derniers combats, quoi. Et il a vraiment fleuri. Il est arrivé à maturité quand il y avait vraiment plus personne. Vraiment, on peut le regretter parce que c'est vrai qu'il est très intéressant à voir combattre. Pour Badr Hari, oui, pour Badr Hari, parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo, où vous avez commencé à nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming habituelles, iTunes, Spotify. N'hésitez pas à vous abonner. les 5 étoiles. Les 5 étoiles, exactement, 5 stars rating.
En tout cas, oui, Badr Hari qui revient, c'est l'icône. Avant de revenir sur Badr Hari et son style, parce que Polydomso, là, attention, nous avons un très, très, très grand fan de Badr Hari. Il convient de poser une question qui est qui est, je pense, assez intéressante, mon cher Polydomso. C'est finalement pourquoi est-ce qu'il fascine autant ce Badr Hari? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui est rarement présent dans le ring, mais qui arrive à générer un intérêt, mais qui est inouï. Enfin, là, le Glory, rendez-vous compte, ils vont remplir un stade de 27 000 personnes. Alors que d'habitude, la plupart de leurs événements, ils font 3-4 000. Enfin, c'est exceptionnel. Et c'est pas pour Rico Verhoeven. Ouais, on parle pas de ce combat-là pour ça, c'est pour Badr Hari. Bah, machine à KO, énorme charisme, grande technique. C'est des ingrédients comme ça, quoi. Genre, il y a aussi le côté sulfureux qui joue aussi. Je pense c'est un peu comme quand tu regardes les films de Scorsese, tu regardes Les Affranchis, tu vois Joe Pesci, tu te dis putain c'est un enfoiré, mais bon il est stylé quand même le mec, tu vois. Enfin, bah, c'est pareil avec Badr Hari, tu vois le gars et en fait toute personne normale qui est pas un énorme gangster ou qui respecte la loi et tout, bah se dit ah franchement, tu sais il y a ce côté un peu catharsis de voir quelqu'un faire ce que toi tu peux pas faire, tu vois. Et je pense qu'il y a ça un peu dans Badr Hari, c'est que c'est le Golden Boy. L'enfant chéri, tu vois, tu sais quand il a commencé au K1, déjà tous les projecteurs étaient braqués sur lui, quoi. Et il y avait du drama, il était très sulfureux. Alors bien sûr, c'est peut-être pas forcément un exemple à suivre, mais il y a, mais en fait, il y a quelque chose, d'insaisissable. C'est les deux versants. C'est-à-dire ce qui attire le plus, regarde le catch, bah, c'est on va dire les paladins, les mecs bien sous tout rapport et qui peuvent faire le parfait gendre, ou les bad boys, quoi. Je veux dire, les deux fascinent. Je veux dire, pourquoi Mike Tyson fascine autant aussi, tu vois. Enfin, je te parle de Mike Tyson à son prime, je te parle pas de Mike Tyson maintenant qui est sage, qui est revenu sur sa vie, qui a pris du recul et tout ça. Du Mike Tyson, ouais, qui était incontrôlable, imprévisible. Il y a aussi ce truc-là aussi, c'est que il y a le chaos, tu vois, avec Badr Hari, tu vois, s'il y a un truc comme ça, tu te dis, je vais pas me lancer dans des analyses philosophiques à 2 balles, quoi, mais bon, je me dis, il y a un truc, tu vois, genre antisocial qui est fascinant, proprement fascinant quand tu vois ce mec-là. Tu te dis, putain, le mec, il voit les règles du jeu, il dit, allez vous faire foutre. Genre, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils adorent regarder Scarface, tu vois, ou des trucs comme ça. Je pense que c'est la même attirance quelque part, à divers degrés évidemment. Je suis pas en train de dire que c'est un mafieux non plus, Badr Hari, tu vois, mais je pense que ça procède du même voyeurisme, un peu on peut dire du voyeurisme et un peu de cette même logique. Et au-delà de ça, il n'y a pas que ça, quoi. C'est l'ensemble, c'est que c'est un mec qui est archi talentueux, que je le répète, probablement un des mecs les plus talentueux de sa génération et qui est ultra bon et ultra féroce et dangereux. Donc tout ça, ça fascine. Moi, je pense que c'est un cocktail. C'est de la nitroglycérine, quoi. Là, tu t'exploses tout avec ça, tu vois. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui attire. Et puis le mec, il y a aussi ce côté-là, je pense qu'il y avait aussi chez Mike Tyson, c'est que c'est un mec antisocial, violent, dangereux et tout, mais pas con aussi. Parce que si c'était juste une brute un peu débile, les gens seraient un peu saoulés. Mais c'est un mec qui a choisi délibérément de pas être le mec bien, quoi. Oui, il le sait. C'est forcément fascinant, un mec comme ça, tu vois. C'est forcément fascinant. Parce que par exemple, John Jones, ça a un peu moins, tu vois. Si je peux faire une comparaison, parce que John Jones, il est toujours tenté par la lumière quelque part, tu vois, de se dire mais en fait je suis pas si méchant que ça et tout, tu vois, genre. Alors que Badr Hari, bon, je dis pas que c'est bien, hein, mais j'essaye d'expliquer pourquoi il y a une fascination autour de ce truc là, de ce type là, c'est qu'il y a ce côté allez vous faire foutre, quoi. Enfin, moi je suis comme ça, et si ça vous plaît pas, allez vous faire mettre. Et c'est fascinant, les mecs comme ça qui ne transigent pas, qui ne négocient pas, ça fascine toujours, quelle que soit leur position, en fait. Entièrement d'accord, mon cher Polydomso. Qui parlait de Joe Pesci, par ailleurs, avez-vous vu The Irishman, mon cher Polydomso? Ah non, je me le réserve. Là, je me suis refait les parrains. C'est d'ailleurs pour ça que je porte un costard. Non, je me suis refait les parrains, je me suis fait le marathon en kiff total. Donc maintenant, transition technique sur exactement sur notre cher Badr Hari, parce que là, c'est la question qu'on va se poser, et notamment au niveau de la distance, mon cher Polydomso, parce que ça, ce sera extrêmement important pour cette revanche. Ouais, d'ailleurs, il avait compris. Moi, je trouve que le game plan qu'il avait mis au point contre Rico sur le premier combat, c'était ce qu'il fallait faire. Être constamment en déplacement, exploser sur son jab, tenter le contre du bras arrière, être un peu minimaliste pour pas se lancer dans des échanges
s'épuiser en fait. Il faut s'économiser quand tu es contre un mec comme Rico. Et en plus de ça, comme il est très puissant et très explosif, Badrari, bah, tu vois, suffit qu'il mette un knockdown sur un round qui touche un peu durement Rico Verhoeven et il va gagner des points, il va gagner des rounds. Et il peut, tu vois, tenir la dragée haute comme ça. Il peut même mettre KO, évidemment, Verhoeven, ça c'est bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas rentré dans le premier combat en se disant je vais le mettre KO, quoi. Non, ça c'est clair. Vous voyez qu'il y avait une stratégie, tu vois, qui gagnait des points, qui plaçait ses coups. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Badrari, c'est qu'il y a les deux en fait. Il y a le côté berserker et il y a aussi le côté parfois très stratège. Et les deux cohabitent ensemble et tu te dis en fait quand tu regardes un combat de Badrari, c'est toujours un événement. Tu te dis quand est-ce que ça va vriller, parce qu'il commence généralement bien, tu vois, genre stratège et tout, et à un moment donné, mais parfois c'est le naufrage, mais parfois ça marche, tu vois. Je pense à son combat contre Ruslan Karaev où il se fait mettre knockdown, il se relève et 2 secondes après il met KO Ruslan Karaev et c'est formidable de voir ça, quoi. C'est formidable. Donc mais en là, fait peut-il tenir, parce que c'est ça, c'est là aussi la question, et c'est pour ça que moi on va dire, c'est pas que Rico Verhoeven est un peu la kryptonite de Badrari, mais c'est vrai qu'avec son style, Rico Verhoeven, il faut vraiment se préparer à 5 rounds et face à un mec qui lui joue extrêmement stratégique, et les seuls moments où en fait il abandonne plus ou moins son game plan, c'est quand il sent que vous êtes cuit, et comme par exemple Jamal Ben Saddik où là le mec est complètement cuit en face, et là il va vous attaquer et il va être extrêmement violent. Sinon c'est round par round, et puis ouais, c'est ça. C'est-à-dire moi je pense que plus le combat va durer, plus ça va être dur pour Badrari. C'est ça. C'est-à-dire, de toute façon, je pense que tout le monde qui connaît un peu les deux combattants font la même analyse. Si ça dure synchrone, c'est vrai que en plus Verhoeven, comme je dis, c'est un malin, quoi. Il est pas. C'est pas un tricheur, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il va exploiter les règles. Tu vois, c'est-à-dire s'il peut par exemple rester un peu plus en clinch, un peu plus longtemps pour te fatiguer, il le fera. Ça fait partie de son savoir-faire en fait. Et moi je pense qu'en fait, ce que Badrari peut faire et là où il peut jouer vraiment sa carte, c'est que justement comme Verhoeven est quelqu'un qui travaille en combinaison, c'est quelqu'un qui donne des fenêtres d'opportunité pour ses contres. Et peut-être que c'est là que peut-être en la jouant plus contre, Badrari va peut-être pouvoir attraper Verhoeven. Surtout que Verhoeven, comme tu le dis, il se fait souvent attraper comme ça. Ouais, il laisse certaines fenêtres. Après, en fait, il y a un moment où tu peux plus l'exploiter parce que tu es rincé. T'arrives au 4e round, tes points ils tiennent à peine, même si tu vois il enchaîne comme ça devant toi, tu vas pas pouvoir le piquer vraiment durement, quoi. Et ça c'est, mais moi je pense qu'en fait si tu veux c'est vraiment un match qui est fascinant parce que Badrari il y a plein de trucs qu'il sait faire aussi, tu vois, très très bien. Moi ce que j'aime beaucoup, ce que j'aimerais le voir faire, tu vois, par exemple ce qu'il faisait beaucoup avant au K1, il fait plus trop maintenant parce que il est tombé un peu amoureux de ses mains, Badrari, et surtout de sa boxe au niveau du visage. Mais par exemple, un truc qu'il faisait énormément dans ses combats au K1, c'est qu'il envoyait le bras arrière vraiment en engageant la hanche, mais vraiment à fond. Et ensuite, il remontait avec un uppercut et il renchaînait sur un kick. Et en fait, déjà, il sapait les défenses au niveau du corps. Et en plus, le transfert de poids sur les coups était optimal, et c'est pour ça qu'il avait une grosse puissance de KO. Et il est capable de boxer en combinaison aussi, de boxer à la hollandaise. Il le fait très bien quand il enchaîne les techniques de poing avec où il finit sur un high kick et tout, mais il le fait plus trop en ce moment. Je pense que peut-être il a moins le cardio qu'il avait avant. C'est peut-être ça. Il y a peut-être un déclin au niveau de la forme physique à ce niveau-là, ou peut-être tout simplement comme il a mis KO beaucoup de mecs avec ses points, il a un peu abandonné ces techniques-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il gagnerait à varier son jeu contre Verhoeven. Et pas seulement parce que là, dans le premier combat, il y avait vraiment, c'était quasiment que ça qui comptait, quoi. Son jab était très efficace. Il a permettez-moi l'anglicisme, out-jabé Rico Verhoeven, ce qui n'est pas facile parce que Rico Verhoeven, c'est un des mecs qui a un des jabs les plus éduqués en boxing. Et donc il a réussi à faire ça, mais si à chaque fois qu'il avait envoyé un jab, il avait pu terminer sur un coup, enchaîner sur un coup au corps et tout, il peut saper les réserves en fait de Rico Verhoeven et peut-être se mettre sur un pied d'égalité pour les rounds qui suivent, pour les derniers rounds. Et moi personnellement, c'est un truc que j'aimerais bien voir de la part de Badrari dans ce combat.
Ouais, À suivre. Eh bien, réponse samedi, mon cher Polydomso. On va se risquer au jeu des pronostics. ouais, bah, toujours, hein, même si bon, forcément. Hein. Exactement. Là, pour le coup, je pense. Alors, évidemment, et comme ça a pu s'entendre, je suis un énorme fan de Badrari, de sa façon de boxer, de sa façon de combattre. Je pense toutefois que là, il est contre Father Time, quoi. Ouais. Même si, ce qui est fou avec Badrari, c'est que malgré tout, il n'a jamais pu vraiment mener une carrière à fond, de manière régulière. Il a quand même. Ouais. Tu vois, c'est un mec qui est capable de partir 2 ans pour tenter de faire de la boxe. Il le fait pas, il revient, il met KO au premier round. Exactement. Gokhan Saki, tu vois. Donc, il peut très bien arriver là et étaler totalement Rico Verhoeven. Sauf que moi, à part le KO dans les 3 premiers rounds, j'ai vraiment du mal à l'imaginer prendre de vitesse et même à l'usure Verhoeven. C'est le jeu de Verhoeven et Verhoeven, il est trop sérieux là-dedans. Quelque part, ce serait même faire outrage à Verhoeven de penser l'inverse, quoi. Bah, tu vois, parce que le mec ça fait des années qu'il est à fond dans ce type de combat, quoi, dans cette façon de combattre. Moi, je dis, bien sûr, on peut imaginer que Badrari va mettre KO Verhoeven sur les premiers rounds, c'est ce qui est de plus probable. Mais d'imaginer que Badrari réussisse à tenir la distance sur les 5 rounds et à dépasser sur les 5 rounds, ça me paraît vraiment pas, hautement difficile à imaginer, quoi, si j'ose dire. C'est pas impossible, hein, c'est le sport de combat, mais bon, moi je pense que la fenêtre d'opportunité, elle va être sur les 2 premiers rounds, peut-être 3 premiers rounds pour Badr. Si ça passe ces 3 premiers rounds, ça veut dire qu'il n'aura pas réussi à toucher durement Verhoeven. Et après, bah, le train est en marche et c'est comme l'armée rouge, quoi. Il lui faut un moment pour se mettre en place et puis après laisse tomber, quoi. Tu l'arrêtes plus, quoi. Donc voilà, moi je pense, je penche plus en faveur de Verhoeven, du coup. Je pense que on va se diriger vers une décision. Par la décision. Ce qui ne veut pas dire que ce sera pas disputé, que ce sera pas un super match. Ouais. Moi, je pense qu'il va y avoir du drama parce qu'il y en a toujours quand c'est Badrari. Avec Badrari, oui, il y a peut-être une chance que Badrari perde par disqualification aussi, c'est possible. Oui, c'est possible. Bah, je pense que ouais, non, parce que le problème, c'est que c'est vrai que s'il perd par décision, ça arrange personne. Clairement, ça arrange personne. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il perde par disqualification. Comme ça. Au moins, tu vois, il part là sur un dernier coup d'éclat, tu vois, genre. Mais bon, ouais, moi, je donne quand même Verhoeven vainqueur par décision. Et j'aurais vraiment donné très cher pour voir le Badrari de 2019 contre le Verhoeven d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Ça, c'est un combat qui m'aurait plu. De 2009, hein, le Badrari de 2009 contre. Entièrement d'accord. Et bah, je suis d'accord avec Polydomso. Moi aussi, je vais vers une victoire par décision de notre cher Rico Verhoeven. Parce que c'est vrai que je pense que Badrari, même s'il a l'air d'avoir extrêmement travaillé pour ce combat-là, il a l'air d'être vraiment dans la forme de sa vie. Le fait qu'il manque de rythme et qu'il affronte un Rico Verhoeven qui, lui, est vraiment au top, quoique, là, moi, c'est le seul truc que j'ai envie de dire. Petit astérix que... Exactement. C'est le fait qu'il n'ait pas combattu depuis très longtemps aussi Rico Verhoeven. Et que là, peut-être qu'aussi, il devra prendre ses marques, mais c'est la même chose. Verhoeven, c'est un diesel quand même. Donc, ça ne va pas vraiment changer de ses combats habituels. Alors que, mais d'un autre côté, Badrari pourrait... Démarrer tambour battant dès le début. Mais bon. Ouais, bah, c'est peut-être ce qui va se passer. Après, moi, j'ai bien aimé en fait que dans le premier combat, justement, Badrari, il n'ait pas fait ce pari-là. Oui. C'est pour ça que j'étais excessivement frustré que ça se termine au deuxième round, quoi. Parce que je me suis dit, putain, il aborde le truc vraiment intelligemment. Il garde son sang-froid et il touchait bien. Le premier round, il n'y a pas photo, quoi. Oui. Il emmerde vraiment. Ah oui, non, le premier round, et il le frappe bien, il le touche bien et tout. Et ça, c'est ça, Badrari, tu vois. C'est ça, c'est le mec qui est capable de partir 2 ans et d'arriver, d'avoir une superbe boxe très technique et tout. Et puis de tout foirer derrière avec une disqualification en attaquant l'arbitre. Bon, j'exagère, tu vois, mais. C'était petit KO au deuxième round, pardon. Je pensais que c'était troisième autour de moi. Donc voilà, donc c'est ça. Mais bon, là, je suis impatient en revanche. Et bah vivement samedi pour pour le choc des titans. Pour la ceinture, là-bas ça devait pas être pour la ceinture. Là c'est pour la ceinture. On va savoir véritablement qui est qui lors de ce combat. Et donc oui, Rico qui a aussi prolongé son contrat avec le Glory. Ça s'annonce en tout cas intéressant pour les années à venir. Voilà Polydomso, à la prochaine. Ah oui, et puis oui, j'ai oublié de faire la petite minute promo parce que c'est vrai que nous avons notre t-shirt
et que t-shirt que Polydomso a également. Ouais, c'est vrai. Avant J'étais que là. ce soit légal. Et oui, il était là, Polydomso. On va disponible en description, collaboration La Sueur et Lyon. On revient très vite avec un nouveau podcast. À la prochaine. À plus. Soit.